parler d'une autrice qui s'appelle Annabelle Corazzo, qui est une autrice qui est née en 1993 à Ibiza. Attention, ça se rapproche de nous, 1993. Tout proche, tout proche. Je vous avais parlé il y a quelques semaines de Borja González, qui était un auteur espagnol qui était pas très connu. Et là, en fait, c'est la même chose. Genre, c'est une autrice que je trouve, où j'ai grave des bons feelings. Et en fait, elle est pas très connue non plus. Elle a pas de page Wikipédia, même pas de page Wikipédia en espagnol. Quelle déception. Mais je trouve que vraiment, elle gagnerait à l'être. Enfin, en tout cas, je vais vous parler un peu donc d'elle et je vais revenir spécifiquement sur ces BD que j'ai aimés ou un peu moins. Ah. Un portrait en demi-teinte, finalement. Bah, quand même plutôt positif, sinon j'avoue que je conseillerais pas son travail ici. Du coup, pour introduire rapidement... Une œuvre avec beaucoup de fantômes. J'allais dire que c'était une œuvre avec beaucoup de fantômes. Donc forcément, ça nous plaisait. Elle a fait des études d'art à l'université de Valence, en Espagne et non pas en France, car il existe une ville de Valence en France, le saviez-vous ? Ah bon. Ensuite, en 2015, elle a publié son premier ouvrage qui s'appelle El Cristal Impossible, qui est, je crois, dispo uniquement en VO, en espagnol, donc Le Cristal Impossible. Mais il y avait déjà, en fait, dans cette œuvre-là, il y avait déjà, que je n'ai pas lu, mais d'après ce que j'ai lu sur cette œuvre, il y avait déjà cette idée de personnage curieux qui aime un peu chercher des réponses et des éléments mystérieux, qu'on trouvera ensuite dans la suite de son œuvre, dont je vais vous parler après, du coup. Elle a créé aussi un fanzine qui s'appelle Nimio. Elle a collaboré aussi à un fanzine qui s'appelle Paranoidland. C'est genre 2 fanzines qui ont eu des prix du meilleur fanzine au Salon de la BD de Barcelone en 2016 et 2017. Donc c'est un peu des trucs un peu assez hauts dans l'univers du fanzine, on va dire. Mm-hmm. Et elle avait participé à une anthologie collective qui s'appelle Teen Wolf en 2016. Donc elle a eu plein de petites expériences et plein de petits projets. Et en fait, après ça, elle a sorti du coup sa première BD qui a été traduite en français. Donc évidemment, la couverture était de meilleure qualité avec le titre espagnol. Teen Wolf, évidemment, on voit sur quoi. Vraiment, le masque. Moi, je ne suis pas étonnée. Le masque tombe à chaque stream. Hein. Mec, c'est clair. Pas la peine. Du coup, Encuentros Cercanos. Proche rencontre, du coup, dans sa traduction française, donc une BD qui a été éditée, qui est sortie en France, qui est sortie en 2017. Alors, qu'est-ce que ça raconte ? C'est l'histoire de Daniel, qui est un jeune espagnol qui se retrouve coincé dans un petit village pendant 3 jours, suite à un étrange accident de la route. Donc la planche que vous voyez sur le côté, c'est précisément quand il a son accident, en fait. Tout le long, il va y avoir un peu des éléments fantastiques comme ça. Le village dans lequel il se trouve, donc, il est connu comme étant un point d'observation d'OVNI, et un lieu avec un passé paranormal assez important. Et en gros, ce qui va se passer, c'est que petit à petit, Daniel, notre personnage principal qu'on voit sur la couverture, va faire la connaissance des habitants-habitantes, de leurs secrets, et va se retrouver impliqué dans d'autres événements. Donc en fait, vu que je vous fais une présentation générale sur Annabelle Corazzo, je vais vous parler de ce qu'on a dans cette BD et qu'on va retrouver dans la suite de son travail. Donc déjà, il y a le trait assez rond que vous voyez. Ça, c'est un truc qui a pas trop bougé dans les 3 BD dont je vais vous parler. Avec un travail de la trame au crayon qui crée des textures un peu spécifiques. Il y a aussi un cadre mystérieux avec des références occultes, fantastiques, étranges. Donc là, comme vous le voyez, par exemple, sur la planche qui est à droite, on a un peu des petits monstres, des petits trucs étranges. Il y a aussi l'idée de secret. Donc comme je vous le disais, il y a plein de petits secrets au fil de l'histoire et le personnage principal cherche à percer donc, le secret. Donc il y a un peu des vibes d'enquête. Ça, c'est un truc qu'on va retrouver aussi dans sa BD suivante. Il y a aussi les regroupements et confrontations d'opinions et de témoignages. Donc souvent, on a un personnage principal qu'on suit, mais il y a aussi recoupement de points de vue avec d'autres personnages, parce que c'est ça, il y a toujours cette idée d'enquête, il y a se mettre à plusieurs pour confronter les indices, etc. Et il y a aussi un truc spécifique qu'on retrouve toujours dans la narration, enfin sur ces 3 BD là dont je vais vous parler, qui est une narration à la première personne avec un personnage en voix off qu'on va suivre tout au long ou presque tout au long du récit et dont on a accès aux pensées du coup. Donc quand je dis voix off, c'est dans les rectangles là par exemple, il y a écrit je crois distinguer une silhouette sur le bas-côté, quelques secondes à peine, puis je le vis. Ah, je crus distinguer du coup, pardon, excusez-moi.
l'autre point qu'on a aussi, c'est la présence assez importante des lieux dans lesquels se déroule l'histoire. Donc là, par exemple, on est dans un village, comme je le disais, où il y a des éléments paranormaux qui se déroulent. Et ce lieu est très important. Et il y a plusieurs lieux dans ce village comme ça qu'on va retrouver, qui vont être un peu liés à des mystères. Et généralement, le lieu, il a un peu une âme aussi, et il cache des choses. Enfin, il y a vraiment cette idée de choses cachées. Oui, je sais pas si c'est le cas dans toutes ces œuvres, mais moi, dans celles que j'ai lues, il y a toujours cet endroit qu'on voit évoluer au cours du temps, avec du coup les choses qui changent d'apparence. On commence à comprendre effectivement les secrets sous-jacents. Enfin, il y a toujours les explorations d'une petite communauté locale et de voir comment les choses se métamorphosent autour du temps. C'est vraiment Ouais. pas une ode au voyage, c'est souvent des lieux un peu isolés avec des gens qui souvent se sont connus toute leur vie et c'est assez intéressant ça. Et J'aime vraiment bien. des trucs un peu iconiques et caractéristiques, c'est vraiment en fait, c'est un peu on va dire que c'est un peu le même système que sur des séries comme Twin Peaks ou Stranger Things, par exemple. C'est vraiment ce truc ça se passe dans un endroit fermé où tout le monde se connaît, et il y a des points comme ça qui sont un peu clés dans ces endroits-là. Je coche la case, Et, on a cité David Lynch, mais continue. Et le dernier point, qu'on retrouve aussi dans sa bande dessinée suivante, enfin je parle surtout des 2 premières bandes dessinées, parce que vous allez voir la 3e, j'en parlerai après, elle est un peu différente. C'est une documentation conséquente qui parsème l'histoire et qui est présente à la fin sous forme de petits dossiers. Donc par exemple, dans cette BD-là, Proche Rencontre, il y a on voit qu'elle a fait tout un travail de recherche sur les ovnis, les théories autour des extraterrestres, leurs différentes manifestations potentielles au cours de l'histoire, etc. Et qu'il y a toute une réflexion là-dessus. Et à la fin de la BD, en fait, qui a été édité chez Ça et Là en France, il y a un petit dossier sur où il y a un peu les notes qu'elle avait prises elle pour faire des recherches aussi, et des manifestations d'ovnis potentielles. On sent que enquêter, se documenter, ça fait vraiment partie de sa manière de travailler et ça enrichit justement l'histoire, quoi. Des fois de manière très, très subtile, quoi. De juste ça ressemble à ça. C'est aussi un truc qu'elle projette sur ses personnages, quoi. C'est ça qui est intéressant aussi. Et du coup, voilà. Donc ça, c'est un peu pour les caractéristiques qui font la spécificité de la BD. Et si je dois vous reparler un peu de cette œuvre-là spécifiquement, je dirais donc que c'est une sorte d'enquête du coup qui est menée sur les ovnis. Et aussi, en fait, ce que je trouve vachement fort dans ces BD, c'est que ça s'arrête pas à juste l'enquête et l'aspect fantastique, mais qu'il y a vraiment toutes les sensations qui y sont liées, et du coup, il y a tout un paysage émotionnel qui est hyper fort aussi. Donc là, par exemple, c'est aussi une BD qui parle de la sensation de vivre avec le doute, des mystères de la vie auxquels on ne trouve jamais de réponse, de la disparition, des événements qu'on oublie, et de comment est-ce qu'on peut se reconstruire après ça. Du coup, il y a une atmosphère qui est hyper spécifique tout au long, qui est hyper mystérieuse. Et en plus, il y a vraiment cette idée de choses étranges qui sont présentes de façon sous-jacente, et à quel point est-ce qu'on les prend en compte, à quel point est-ce qu'on les laisse pénétrer dans notre vie, et comment est-ce qu'on peut, c'est ça, vivre avec le doute. Et ça, je trouve que c'est une idée hyper forte. Enfin, moi, c'est vraiment une idée qui me touche particulièrement dans les œuvres culturelles auxquelles je suis confrontée, quel que soit le médium utilisé. Et je trouve que cette BD-là, elle arrive vraiment à capturer ce qu'elle aborde. Il y a vraiment un truc hyper spécial où on ne sait pas trop à quoi se fier. Il y a vraiment cette volonté de savoir, en fait. Et même dans la vie, il y a plein de choses qu'on ne saura pas et pour lesquelles on n'a pas d'explication. Et il y a un peu cette volonté de mener l'enquête et de savoir, mais sans avoir jamais vraiment de réponse. Et du coup, je trouve ça hyper... je trouve qu'elle arrive à capturer cette finesse-là. Et du coup, sachant que c'était vraiment sa première BD publiée officiellement, etc., je trouve que c'était vraiment... tout de suite, ça laisse espérer une bonne suite quand on se dit c'est intéressant parce qu'elle amorce plein de choses, même s'il y a des manques de finesse et des petits trucs à revoir à certains endroits et tout. Je trouve ça assez fort quoi dans l'idée. Et je trouve que sa BD suivante est encore plus forte, alors parce que aussi c'est des références qui me parlent encore plus. Oui. Donc sa BD suivante qui s'appelle Ne regarde pas derrière toi, que j'ai t'avais offert Léo, parce que j'aime trop cette BD. Moi aussi. Je remarque avec plaisir que tu as choisi le passage où il y a un personnage qui stream. Bien sûr, je veux dire, est-ce que tous mes choix dans la vie ne sont pas des clins d'œil toi finalement. C'est une BD, oui, bon 2023, on va s'envoyer un maximum d'amour, voilà.
C'est une BD qui date de 2019 et c'est l'histoire de Blanca, le personnage qui est blond du coup, sur la couverture que vous voyez à gauche, qui vit dans la même ville depuis qu'elle est jeune et qui vit seule parce qu'elle a perdu ses parents. C'est aussi l'histoire de ses relations avec ses amis, donc que vous voyez un peu sur la planche de droite. Donc il y a Eric qui est le personnage qu'on voit en bas à gauche, Sam qui est assise sur le canapé à côté, qui revient après 3 ans d'absence de la ville de leur jeunesse. L'ancienne meilleure amie. Et Fire qui est une star de YouTube et du stream comme nous finalement. Un peu comme nous. Donc voilà, c'est aussi l'histoire de ses relations avec ces personnes-là. C'est également l'histoire de sa rencontre avec un être étrange qui ressemble un peu à un fantôme, qu'elle semble être la seule à voir et qui s'avère être un monstre que l'on voit dans un jeu vidéo qui fait fureur sur Internet, mais auquel elle n'a jamais joué. Et enfin, c'est également l'histoire de son enquête pour essayer de comprendre le sens des événements mystérieux qui surviennent autour d'elle et dans la ville où elle vit. Tout à fait. Donc, tous les éléments dont je vous parlais pour Proche Rencontre, en termes d'éléments spécifiques, c'est des choses qu'on va globalement retrouver dans cette BD. Tout le truc de documentation, cette histoire aussi de lieux forts assez emblématiques de l'histoire, le mystère, l'étrange, le côté un peu enquête, le trait qui est très proche, une narration à la première personne avec la voix off, etc. C'est des choses qu'on retrouve. Mais là, en plus, on trouve une mélancolie encore plus forte dans l'ambiance. Et cette fois aussi, la différence que vous pouvez voir sur la planche, c'est que c'est en couleur avec une très belle palette, je trouve, qui crée une atmosphère assez unique. Et du coup, il y a aussi des passages où il y a du noir qui est encore plus présent. On l'avait déjà sur la BD précédente parce qu'il y avait quand même un travail des trames qui était fait pour faire ressortir les noirs. Mais là, avec la couleur, c'est encore plus important. Et du coup, quand c'est sombre, c'est vraiment sombre. Et donc, je trouve ça encore plus fort en termes d'ambiance et encore plus joli, en fait. Enfin, moi, j'aime beaucoup la palette qu'elle utilise. Donc, vous l'aurez compris, vu que je te l'ai offerte. Enfin, et encore, je te l'ai offerte sans avoir lu les autres, mais il se trouve que c'est ma BD préférée de cette autrice. Moi aussi. Je trouve que c'est une très très belle histoire. Tu n'as pas lu les autres. Ah oui, pardon. Ne fais pas semblant. Le non-dit, le non-dit. On peut pas être d'accord deux fois. C'est une super belle histoire sur... C'est une super belle histoire sur le temps qui passe. J'ai vraiment écrit ça. Je veux dire ce qui change en gros avec le temps. Donc comme je disais, c'est une ville où elle vit depuis qu'elle est plus jeune et elle a une amie qui revient après 3 ans d'absence. Et du coup, il y a tout ce truc des rêves qui ont évolué depuis, des amitiés qui se sont transformées, ce qui a pu les éloigner aussi. Donc ouais, elle est sur une fin d'adolescence en plus. Rester à un endroit ou de partir. Moi, c'est un truc qui m'a vachement marqué au début de mes études parce que justement après plusieurs années, tu sais, quand je reviens chez mes parents, il y a des personnes qui sont restées dans la région, qui sont restées vivre dans la ville et qui ont des histoires complètement différentes de la mienne et une volonté qui est différente de la mienne aussi. Et je trouve ça hyper intéressant, même si parfois c'est dur aussi de ressentir ce décalage. Et là, c'est vraiment une BD qui parle de ça. Du coup, je trouve ça trop cool. Et c'est aussi une BD qui est hyper forte, un peu sur le deuil, donc à la fois le deuil d'un passé, de rêve, etc. Et pour le personnage de Blanca, du coup, le deuil de certaines personnes de son entourage et sur la solitude qu'elle peut ressentir et justement sur la compréhension mutuelle, donc comprendre qu'on n'est jamais vraiment seul et réussir à bien s'entourer. C'est quelque chose de très important généralement. Voilà, prenez soin de vous. Et en plus, il y a une atmosphère qui est très forte et qui est étrange. Et pourquoi est-ce que j'ai offert à Léo ? Parce qu'on adore les creepypasta. Enfin, on adore la culture internet de manière générale et celle-ci est vraiment très culture internet. Donc du coup, il y a des inspirations de creepypasta comme Ben Brown ou le Slenderman. Est-ce que tu veux expliquer ce que c'est ? Est-ce qu'on explique ce que c'est rapidement ? C'est des monstres qui ont été créés sur Internet. Mais de manière générale, si je peux rajouter un point qui vraiment m'a beaucoup marqué à la lecture de ce livre, c'est que il y a beaucoup de styles graphiques et de styles d'histoire qui sont en train de se développer sur Internet depuis un certain nombre d'années, qui se cristallisent dans des styles et dès la création de nouveaux monstres, comme tu le dis, dans des creepypasta. Il y a quelque chose qui est en émergence depuis quelques années et qui, je pense, va être encore plus présent dans les prochaines années, qui a un style qui s'appelle le traumacore, donc corps du trauma, qui est exactement ce que raconte l'histoire de Ne regarder à toi. C'est
la renarration et fictionnalisation de traumatismes d'enfance, en reprenant à la fois des très bons souvenirs du coup de l'enfance, des souvenirs de la nostalgie, les jeux vidéo chez soi. T'en as pas parlé, mais aussi l'héroïne, c'est une très bonne nageuse, mais qui a arrêté de nager depuis des années, puisque suite à son trauma. Et ça, c'est que des choses dont on va vous reparler ici très souvent, hein, les piscines, les espaces liminales, on pourrait en parler longtemps. Mais je trouve que Ça y est. ça cristallise très très bien ça, cette idée de comment on raconte ses propres traumas, comment on les digère, comment on y avance, et en y mettant beaucoup d'idées de la fiction moderne, de la fantasy, des univers numériques. Et en plus, je suis très content parce que généralement des styles qui sont encore un peu superficiels, parce que on les prend beaucoup pour leur valeur esthétique et beaucoup pour les relayer très rapidement sur des réseaux sociaux. Enfin, genre c'est le traumacore, le dreamcore, le weirdcore, c'est des trucs dont on parlera ici. C'est des choses qui se partagent beaucoup sur TikTok, sur Instagram, et qui sont en fait juste des photos, c'est un filtre Instagram rose sur un décor de l'enfance avec une poupée tombée au sol. Mais ça, c'est la concrétisation au format narratif de ce que donnera ce style qui est en train de naître, d'évoluer, et dont on commence à voir les premières BD, les premiers courts-métrages, et dont je suis absolument persuadé que dans 6-7 ans, on aura des longs-métrages de ce style-là qui verront le jour avec des personnages aux cheveux colorés, des enfants déçus. Et je pense que ça existe déjà dans le milieu indépendant, mais que je connais pas. Et du coup, je suis très très content de voir Ne regarde pas derrière toi, parce que pour moi, c'est un truc qui est simple, mais qui est assez avant-gardiste dans la manière dont il traite son sujet et tout ça. Donc voilà, Bah, très bonne lecture. très bien vendu. Ah bah En ouais, plus, j'allais y arriver, ouais, pour rebondir sur ce que tu disais. Du coup, les creepypasta, donc ça vient du coup creepy et de copy-paste en fait. Et l'idée, c'est vraiment que c'est un truc qui se répand comme une traînée de poudre sur Internet. Et qu'est-ce qui se passe quand des choses se répandent sur Internet petit à petit? elle se Là, déforme. en tout cas, on perd la trace des autoristes et ça peut devenir quelque chose de réel. Et généralement, il y a vraiment une frontière qui est hyper compliquée à saisir, et enfin, parfois qu'on n'essaye même pas de saisir en fait, entre ce qui est du réel et ce qui est du fictionnel. Et justement, cette BD, c'est vraiment ça. C'est donc ce personnage de jeu vidéo là que Blanca n'a jamais vu, enfin, auquel elle n'a jamais joué au jeu vidéo, mais elle le voit. Du coup, elle sait pas d'où ça lui vient exactement. Et du coup, il y a aussi un truc justement de générationnel hyper fort. Enfin, c'est comme un ouais, un trauma générationnel, mais qui prend une forme concrète. Enfin, il y a plein de choses qui se mélangent. Et du coup, il y a vraiment cette idée de est-ce que ce que je vois, c'est réel ou pas? Quel sens est-ce que ça a pour moi? Et qu'est-ce que ça dit exactement de l'époque dans laquelle je vis aussi? Et donc, il y a plein de questionnements plus larges qui sont cachés dans cette BD. Et enfin, ouais, je trouve que c'est, une fois de plus, c'est hyper fort ce qu'elle arrive à faire avec cette bande dessinée-là. Donc, vraiment, très très belle BD que j'avais découverte complètement par hasard. J'avais été hyper conquis, quoi. Ouais, une très bonne surprise. Ouais, moi, c'est vraiment cette BD-là. La BD précédente, je l'ai vachement aimée aussi, moins. Et je trouve qu'elle était. Je l'ai vue passer plein de fois en librairie, j'hésitais trop à me la prendre. Bah écoute, elle coûte 14 €. C'est possible. Moi, je l'avoue que je l'ai pas trop vue en médiathèque. Effectivement, je l'ai plus. Ouais, Je c'est l'ai vue précis quand après même. Hein. par-ci par-là en librairie. Vous m'avez convaincu. Ah Ah, bah écoute, ouais, si après, tu l'as lu et c'est. que ça te plaît, n'hésite pas à nous faire un retour en tout cas. Mais ouais, c'est un très bon truc d'ambiance. Ouais. Oui, bah c'est ce que j'allais dire. Ouais, C'est- c'est vraiment. Enfin moi, c'est des atmosphères qui me transportent, mais vraiment genre pour moi c'est ultra stimulant parce que justement comme c'est vraiment ma culture et qu'il y a plein de trucs qui me parlent là-dedans et dans lesquels je me reconnais, bah ça me. Ouais, je sais pas, ça me fait ressentir des émotions ultra fortes. J'aime trop. Et en même temps, c'est des BD un peu flottantes justement qui reposent beaucoup sur l'atmosphère. Et ce que j'aime beaucoup aussi, qui est aussi un truc que j'aime dans les films d'horreur, c'est quand il n'y a pas forcément une résolution définitive, mais qu'il y a plus cette idée de maintenant il faut vivre avec. Et on apprend à vivre avec le truc. Et c'est vraiment vivre avec le fantastique et l'accepter. Et souvent, le fantastique, il est utilisé comme métaphore d'autre chose. Mais ce que je trouve fin aussi dans ces BD-là, c'est que la métaphore ne prend pas le pas sur le propos vis-à-vis du fantastique lui-même. C'est-à-dire qu'il y a en même temps, là typiquement, il y a en même temps un propos sur
sur le trauma, sur le deuil et sur la solitude, mais il y a aussi un positionnement par rapport au fantastique et par rapport au creepypasta. Et je trouve ça très, très intéressant et très fort de réussir à traiter les deux. Juste par contre, pour la mention, ce que je trouve qui est la faiblesse de ces 3 BD que j'ai lus, c'est que je trouve que les dialogues sont encore un petit peu pauvres parfois et un petit peu hésitants. Et je pense que c'est pas dû que à la traduction. Je veux même pas mettre ça sur le dos de la traduction. Hein. Je pense que c'est pas dû à la traduction parce que c'est vraiment un truc qui est présent tout au long de la BD, etc. Mais je trouve que parfois les dialogues ils sont un peu verbeux et que ça manque encore d'oralité en fait. Je trouve qu'il y a des moments où on a du mal à croire que les personnages vont vraiment se parler de cette manière. Et il y a des trucs un peu trop, légèrement explicatifs. Mais c'est vraiment, moi ça m'a pas du tout dérangé. Et cette BD c'est quand même une BD que j'aime énormément. Mais c'est vrai que parfois j'avais vraiment ce truc de, même comme tu as accès aux pensées du personnage principal, il y a des moments où ces pensées aussi font un peu trop explicatives, alors qu'il n'y en a pas forcément besoin pour que tu comprennes l'histoire. Donc je pense qu'il y a encore des petits trucs d'écriture que l'autrice a à apprendre. Mais justement, je me dis que, vu qu'elle est encore assez jeune, hein, je le rappelle, elle est née en 93, je veux dire, a priori, en tout cas, elle a encore un peu de temps devant elle pour faire d'autres œuvres. Du coup, si à 30 ans t'as fait un bon bouquin comme Ne regarde pas derrière toi, ouais, ça va. Je trouve ça hyper valable. C'est clair. C'est quand même une très très bonne BD. Et tu voulais nous parler de sa toute dernière BD qu'elle a sortie récemment, qui est sortie cette année, du coup. Ouais, cette année, non, en France. Dernière, car nous sommes en 2023. Oui, bon, bref. Qui est. Vas-y. L'été, donc pour le coup, si très bonne BD il doit y avoir dans les prochaines années, pour moi, ce sera pas celle-là. Je vais en parler rapidement parce que j'aime pas forcément parler des trucs que j'aime moins. Non, mais dans la mesure où Ne regarde pas derrière toi, c'était mon coup de cœur. Et celle-là, c'est celle que j'aime le moins. Alors, il y a quand même des trucs très jolis. Hein. Je vous ai mis exprès une jolie planche à droite. Mais en fait, c'est marrant parce que c'est une BD que j'ai pas mal vue en librairie. Et c'est grâce à cette BD que j'ai pu retrouver Proche Rencontre que j'avais un peu de mal à trouver avant. Et mais c'est celle avec laquelle, personnellement, en tout cas, j'ai moins accroché. Je trouve qu'elle est un peu plus confuse. Déjà, ça. C'est fantasy, comment ? Oui, déjà, ça a l'air d'être tout à fait un univers de fantasy assumé avec des grandes arches, des forêts de champignons. Bon, vite fait, très résumé beaucoup, on dirait un petit peu du fantastique à la Tarmaz, à la Moebius, comme ça, en voyant la couverture. Après, je ne connais pas le contenu. Mais on a l'air d'être plus dans un voyage initiatique comme ça. Il y a toute une idée de légende. Le personnage qu'on suit, c'est celle qu'on voit donc là sur les dessins que vous avez, qui est la princesse d'un royaume. Dans ce royaume, avant, la magie appartenait à tout le monde, mais ensuite la magie, la reine, je sais plus, donc sa mère a décidé de garder la magie pour elle, et c'est les deux seuls qui ont des pouvoirs magiques. Et il y a tout un truc de quête avec une épée magique mystérieuse, machin. Mais en fait, je trouve que c'est marrant parce que c'est un livre qui est assez volumineux. C'est le plus volumineux des 3 livres. Mais je trouve que il y a tellement une volonté d'essayer de développer son univers que en fait on passe complètement à côté on passe à côté du développement des personnages. Je trouve que toute la finesse qu'on avait justement sur les BD précédentes, elle est plus là. Je trouve qu'en plus le scénario il est un peu décousu, il est assez prévisible. Je trouve qu'il y a vraiment un truc d'écriture, à la fois écriture de l'histoire et écriture vraiment émotionnelle, qui n'est pas là. Moi, j'avais un peu de mal aussi à... je trouve qu'il y a quand même des trucs qui visuellement, graphiquement, sont forts, qui permettent quand même de ressentir une atmosphère spécifique. Mais ouais, je trouve que l'univers, vraiment, il est... il est même pas assez développé, mais en même temps, il y a tout le temps, c'est ça, la volonté de le développer. Du coup, je sais pas, c'est un peu un truc qui a Ouais, c'est pas une BD qui a un peu le cul entre 2 chaises et c'est pas Nausicaa, quoi. Faire ce qu'elle a envie de faire, quoi. Et je trouve ça dommage parce que c'est ça, si c'est... je sais pas si c'est une direction que son travail va prendre ou pas, mais en tout cas, je trouve ça clairement moins original et moins intéressant que dans ses
premiers travaux que j'avais trouvé plus fins. Donc voilà, je voulais vous en parler quand même parce que je l'ai beaucoup vu en librairie et que c'est sa dernière BD qui est sortie. Parce que voilà, je voulais la mentionner, mais clairement, je vous conseille les deux BD précédentes. Et donc, en fonction de votre culture ou attirance, plutôt la première ou la deuxième. Enfin, moi, voilà, je vous ai dit, mon coup de cœur, c'est la deuxième, mais. Donc rapidement, le titre français de celui-ci, c'est Rencontre. Proche rencontre. Proche rencontre. Ne regarde pas derrière toi, que on vous recommande particulièrement. L'épée récemment. Et du coup, l'autrice, c'est Annabelle Collazo.